Des questions? J'avais peur d'avoir été trop clair. Dites-moi. Combien de personnes avez-vous? Micro. Oui, mais... Donc on me demandait combien on est de personnes. Aujourd'hui, on est une dizaine de personnes. Une dizaine de personnes. Donc ce qu'il faut... Bon, je me fais plaisir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 5 ans, on était 4. Et aujourd'hui, on est une dizaine de personnes. Donc comme quoi, il y a de l'avenir dans les énergies renouvelables. Parce que nous, depuis 3-4 ans, on a un chiffre d'affaires qui est en hausse tous les ans. Donc, ce qui nous permet aussi d'avoir des moyens pour nous développer, et en termes de matériel et en termes de personnel, et de pouvoir travailler sur des projets de différentes tailles, y compris, comme on disait, à l'étranger, parce que bon, là, le thème d'aujourd'hui, c'est surtout la France, mais les plus gros des potentiels inexploités restent quand même à l'étranger, parce que nous, on a eu la chance d'avoir des entreprises industrielles comme EDF, CNR et un État qui, à des moments, a donné des moyens et a eu des volontés de développement et d'équipement, qui fait que par rapport à beaucoup d'autres pays, on est quand même très bien équipé côté hydroélectrique. Ce que je mettrais devant nous, ce seraient les Canadiens, parce qu'ils ont encore énormément de potentiel à développer, et ils sont encore dans une période d'équipement de leur pays depuis des années. Ça va durer encore un moment. Je vous reprends après. Quel est le potentiel global d'équipement que vous envisagez pour la France dans ce domaine de la micro-hydraulicité? Merci. Donc oui, la question c'est quelle puissance potentielle on envisage en équipement de microélectricité. Quelle est votre connaissance, pas forcément pour votre société, oui, de façon générale. En général La problématique, elle est compliquée parce que déjà, il y a un côté législatif qui a tendance à évoluer tous les 3-4 ans, donc ça freine les investisseurs. Il y a la complexité administrative, il y a les sites potentiels à trouver. Alors là-dessus, il y a de plus en plus d'organismes qui ont fait des cartographies. Il y a l'ADEME de la Franche-Comté dans les années 2000 qui a lancé une étude pour cartographier les sites potentiels, soit les anciens sites inexploités, soit les sites sous-exploités au niveau de la Franche-Comté. Il y a l'association France Hydroélectricité qui a fait une étude aussi au niveau de la France, au niveau des potentiels équipables et améliorables. Mais le problème, c'est que c'est difficile à quantifier au niveau faisabilité, du fait d'une instabilité législative, de coûts d'investissement relativement important et de moins en moins amortissable rapidement. Enfin, plus on descend en puissance d'installation, et plus ça va être long à amortir. Donc ça aussi, ça freine les investisseurs. Après, dans les bons points, ces 10 dernières années, il y a quand même... moi, je connais 5-6 sociétés qui se sont créées, qui développent et équipent de nouvelles installations hydroélectriques avec tout le travail qui prend 2-3 ans avant au niveau juridique, études, etc. Donc voilà, la question c'est sur ces 11-12 TWh potentiels, il nous en reste déjà plus que 30%. Et sur ces 30%, qu'est-ce qu'on va réussir à équiper avec un contexte moyennement favorable? Il faut rappeler aussi qu'on est dans un pays où on n'a pas, je veux pas spolier les infos du moment, mais on n'a quand même pas de problème d'alimentation électrique par rapport à d'autres pays. Des blackouts, on n'en connaît pas, ça fait des dizaines d'années qu'on n'en a pas connu. Donc la problématique aussi au niveau du public et au niveau des tutelles, c'est qu'on se retrouve avec des personnes, des fois, qui ne sont pas forcément favorables aux ouvrages hydroélectriques parce que n'en ressentent pas forcément le besoin ou l'utilité et peuvent avoir des convictions. Enfin voilà, on se retrouve aussi dans le multi-usage de l'eau avec soit des associations de pêche, soit des personnes
qui de par eux-mêmes vont penser que les centrales hydroélectriques peuvent être mauvaises pour les poissons. Il y a aussi le multi-usage de l'eau avec l'agriculture qui va utiliser des débits des rivières qu'on ne va pas turbiner pour l'agriculture, mais bon, on est quand même tous bien contents de manger. Donc c'est relativement difficile de pouvoir dire on va pouvoir équiper 1 terawatt, 2 terawatts, 10 terawatts avec les multiples problématiques qui se greffent sur l'usage de l'eau. Vas-y. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez des problèmes avec les producteurs de machines tournantes, turbines et alternateurs, vu la petite puissance. Quelle est la gamme des fabricants en France ou en Europe pour ce genre de machines? Alors, au niveau des machines de petite puissance, on avait 2-3 turbiniers français, des petites PME qui en construisaient un peu. Ils ont été rachetés par des turbiniers un peu plus gros, donc ils ne le font plus. Nous, on travaille beaucoup avec HPP, c'est un de nos clients, mais eux, ils vont s'arrêter à environ 100 kW. En dessous des 100 kW, c'est très difficile de trouver des machines. On va trouver JLA, qui est un turbinier belge, qui fabrique des machines sous ces 100 kW. Par contre, on arrive avec des coûts de construction européens sur des machines de petite puissance qui vont nécessiter presque autant de travail, un peu moins de travail qu'une machine de 500 kW. Et donc, sur des machines de quelques kilowatts, on va se retrouver avec une turbine de plusieurs dizaines de milliers d'euros, ce qui rend très difficile l'amortissement. Et après, sinon, on va arriver sur des turbiniers des pays de l'Est. Certains font des petites turbines. Alors, quand je vous dis ça, rien que de trouver ces turbiniers-là, c'est un boulot. Hein. Et après, ce qu'on aime un peu moins, mais qui nous arrive aussi, c'est des fabricants de turbines chinois. Parce que les Chinois, ils ont peur de rien, et dès qu'il y a 3 ronds à gagner, ils y vont. Donc même dans ces petites puces. Et ils ont des coûts de production beaucoup moins chers qu'en Europe, qui fait qu'ils arrivent à vendre ces machines moins chères et à améliorer un peu la rentabilité d'équipement. Par contre, pour l'avoir vécu, nous, quand on achète des machines chinoises, donc c'est pas tous les jours, mais ces machines, quand on les réceptionne, on en remet une couche, parce qu'en termes de fabrication, on n'est pas dans des standards européens. Il y a des points faibles sur ces machines, parce que les coûts sont réduits, et donc pas forcément toujours bien dimensionnés au niveau de roulement ou d'autres matériels. On va se retrouver avec des génératrices qui peuvent être installées en Chine, en Inde, mais qu'on ne va pas pouvoir installer en France parce qu'on n'a pas les mêmes normes au niveau de l'électricité. Enfin voilà, on arrive aussi dans d'autres problématiques. Mais quand on veut, on peut, et impossible n'étant pas français, on arrive à trouver toujours des machines pour équiper les sites. Explicite SPIR. Alors SPIR, le nom de SPIR, c'est Société de production d'électricité autonome renouvelable. Puisque moi, à la base, quand j'ai créé SPIR, mon unique but, c'était d'être producteur d'électricité. Et puis, chemin faisant et ayant un fort goût pour le technique, aujourd'hui, on fait plus de travaux, conception, études, qu'on est propriétaire de centrale. On a une petite centrale dans le Gard qui fait 250 kW. Donc pareil, hein, c'est une centrale, on a un château, le châtelain avait des droits d'eau, et au fur et à mesure des siècles, les installations ont été dissociées du château. Et donc nous, par exemple, cette centrale, quand on l'a achetée, elle produisait 40 kW, parce qu'elle était équipée de groupes qui n'étaient pas adaptés pour le site. Et donc on a remplacé les machines, on a tout rénové, et aujourd'hui on a une petite centrale de 250 kW sur laquelle on va équiper le débit réservé d'un groupe de 14 kW, parce qu'on a un barrage de 5 mètres de chute et un débit réservé de 440 litres seconde. Donc on a décidé d'équiper ce petit débit réservé. Alors au niveau rentabilité, au niveau coût d'investissement, c'est un peu disproportionné par rapport aux 3 autres machines qu'on a pu installer dans la centrale, puisque, comme je disais,
plus les machines sont petites, bah, proportionnellement elles vont coûter plus cher. Par contre, en termes de rentabilité, c'est pas forcément la machine qui va le plus mal se positionner, parce que comme on turbine à débit réservé, c'est la première machine qui va démarrer. Elle va pouvoir turbiner quand les machines un peu plus grosses, elles, n'auront pas assez de débit dans la rivière pour turbiner. Et bah, c'est pareil en fin de saison, quand les débits diminuent, c'est la dernière machine qui va s'arrêter. Donc sur l'année, c'est elle qui va avoir le plus d'heures de fonctionnement. Dans le même domaine, les moulins, parce qu'on parle beaucoup des moulins, c'est pas la même chose. Est-ce qu'il y a un gros gisement? Alors les moulins, il y a un gisement. Moi, j'ai eu l'occasion d'en voir quelques-uns qui font encore de la farine ou bah, les usages historiques des moulins, qui peuvent être équipables. Après, la problématique des moulins, pour un porteur de projet, hormis le côté installation, ça va être souvent le coût d'achat du moulin. Parce que comme je disais tout à l'heure, les moulins, c'est les anciennes industries du village d'autrefois. Donc comme toute industrie, souvent il y a de la surface, on a plusieurs étages, il y a du volume. Et la personne qui va vendre le moulin, bah, elle va se baser sur le côté foncier et dire, moi mon moulin, il y a 2 étages, 300 mètres carrés, je veux le vendre 300 000 euros. Et la personne qui va vouloir porter le projet, elle va se retrouver avec un coût d'achat déjà de quelques centaines de milliers d'euros, plus peut-être 50 ou 100 000 euros pour équiper une machine ou plus. Donc ça reste assez complexe. Mais possible, parce que des personnes le font. J'aurais une question. Une question qui s'adresserait plutôt à l'exploitant que vous dites être aussi. Est-ce que les micro- ou nanocentrales participent à l'effacement des heures de pointe quotidiennes ou est-ce qu'elles sont contraintes par une production constante et fatale? Alors dans ces petites centrales, très très souvent, le fonctionnement, c'est un fonctionnement au fil de l'eau. Donc c'est du fatal. Alors, non concrètement, de par le volume d'énergie de toutes ces petites centrales, ça participe un peu au niveau des pointes, mais ça reste une énergie fatale qui est pas placée. Jamais l'éclusé, ne pas stocker. Ou très peu. Très peu éclusée, ouais. Oui. Oui, moi, désolé, c'est une question un peu de béotien. J'ai pas complètement compris la notion de débit réservé. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que cette flotte de débit réservé, elle doit être à écoulement libre permanent ou est-ce qu'elle peut être canalisée? Et comment ça se fait qu'on arrive à la faire passer dans une turbine? Alors, les débits réservés, c'est une contrainte législative qui est, à mon sens, très cohérente, dans le sens où quand on construit un barrage, s'il n'y a pas de législateur, moi demain, je veux faire une centrale hydroélectrique, je vais construire un barrage, je vais turbiner l'eau dans une centrale plus loin, et je ne vais rien laisser passer. Donc en fait, le tronçon naturel de la rivière, je vais le couper. Donc je vais avoir un impact fort sur toute la faune et la flore qui existaient avant que je fasse mon barrage. Donc le législateur en France, il impose un débit réservé à chaque ouvrage qui vient couper l'eau, donc y compris pour les eaux potables, les stations d'eau potable, si elles ont des barrages, parce que Veolia a des barrages sur lesquels ils réfléchissent aussi à turbiner les eaux, et certains sites ont été faits. Donc même pour les compagnies des eaux ou pour des agriculteurs qui vont avoir des bassins ou autres, dès qu'on crée un barrage, on a une obligation de débit réservé, et ce débit réservé, en fait, en fonction, en fonction des historiques de débit de la rivière, il y a des textes de loi qui disent que, alors aujourd'hui, je crois, c'est 1/10 du module. Donc le module, c'est le débit moyen de la rivière, pour schématiser. Tout au long de l'année, la moyenne de débit, on va dire, ça va être 5 mètres cubes. Et il y a une obligation légale de laisser passer en permanence 10% de ce débit. Donc si mon installation peut turbiner 5 mètres cubes parce que ma rivière le permet, je dois laisser passer en permanence 500 litres seconde dans la rivière pour ne pas tuer toute la vie piscicole et la faune en aval. Ceci toute l'année.
8 000 en permanence. À l'exception près, mais c'est logique, Oui, mais là, voilà, le seul moment où on peut laisser passer moins d'eau que ces 500 litres par exemple, c'est quand on va être dans des périodes d'étiage et que la rivière amène moins que le débit réservé. si, L'obligation à ce moment-là, c'est de laisser passer tout ce qui arrive, mais on ne peut pas laisser passer plus que ce qui arrive quand on est dans des périodes de faible hydrolicité. il y a un problème ici. Voilà. Il y a eu problème ici cet été, hein, partout. Après, ce qu'il faut savoir au niveau juridique, c'est qu'il n'a jamais été interdit de turbiner les eaux de débit réservé. Souvent, ça n'a pas été fait parce que quand il y a un gros site qui se construit, bah, on en revient au coût d'investissement qui devient, entre guillemets, un peu disproportionné pour une petite puissance. Si je fais une centrale de 10 MW et que je peux avoir un débit réservé de 50 kW, il ne fait pas le poids. Mais ça veut dire qu'une rivière totalement canalisée ne peut pas avoir d'écluse, par exemple. Si, Si. Il faut qu'il y ait un bypass de l'écluse. Voilà. C'est ça. Et on le verra demain mais après, à QC. Hein. C'est-à-dire que dans le canal de Miribel, on a un débit permanent. Vous D'accord. le verrez, hein, parce qu'on passe le Rhône, on le coupe en deux. Mais dans le canal de Miribel, il y a un débit permanent qui est au moins égal au débit réservé pour maintenir la vie aquatique dans ce canal, même s'il n'y a pas beaucoup de poissons. Mais c'est une obligation. Mais ça n'est pas forcément un écoulement à surface libre, ça peut être de la canalisation, C'est pas pour faire remonter c'est les pas une poissons. continuité biologique. C'est quoi. pas pour faire remonter les poissons. non, C'est c'est pour pas leur couper l'eau. C'est pas pour les. Ouais. Après, remonter les poissons, c'est pas à poisson ou c'est d'autres choses. Mais pour prendre l'exemple de rivières aménagées, si on prend l'un de Vouglan à Allemand, on a 4-5 bassins successifs. Et donc là, à ce moment-là, le législateur, ce qu'il a fait à l'époque, et c'est cohérent, c'est qu'il n'y a que la dernière centrale, donc la centrale d'Allemand, qui, elle, a une obligation de débit réservé. Parce que comme chaque centrale déverse directement dans le bassin de la centrale qui est à l'aval, il n'y a pas de coupure, en fait, quelque part. Et donc, il n'y a que la dernière qui a une obligation de débit réservé. Après, à l'exploitant, en l'occurrence EDF, qui gère de faire en sorte, et c'est son intérêt, qu'il y ait de l'eau dans tous les bassins. Et forcément, si je turbine mon débit réservé dans la dernière centrale, ma retenue va baisser. Donc à un moment, je vais faire turbiner celle d'avant aussi pour continuer à maintenir mon niveau. Après, on a l'exemple du Rhône, où là, les centrales sont des fois distantes de plusieurs dizaines de kilomètres. Donc on va avoir un barrage, une centrale qui recrache dans le Rhône, après, un tronçon naturel et une centrale. Et là, à ce moment-là, chaque ouvrage a une obligation de débit réservé. Parce qu'on n'est pas directement dans une retenue aval. Encore des questions? Oui. Quel est le régime de subvention qui existe pour la création de cette énergie renouvelable qui, par ailleurs, est toujours subventionnée? Il est très... Ouais, donc la question, c'est quel est le régime de subvention pour ces microcentrales? Voilà. En fait, c'est très aléatoire parce que à une époque, c'était centralisé au niveau de l'ADEME. Et donc après, ça dépendait des ADEME de chaque région. Donc moi, je vais prendre l'exemple de la Franche-Comté ou du Jura, où les représentants de l'ADEME ou même de la préfecture, hein, parce que c'est un petit peu tout lié, sont relativement ouverts à tout ce qui est microcentrale, parce que sur leur territoire, il y en a une certaine densité depuis toujours. C'est historique. C'est historique. Et ça travaille en bonne intelligence avec les exploitants, les pêcheurs. Bon, bien sûr, de temps en temps, il y a des petits conflits, mais de façon générale, ça travaille en bonne intelligence. Moi, je vais vous prendre après l'exemple de notre centrale dans le Gard, où on a été attaqué par la police de l'eau, parce que qu'est-ce qu'une centrale vient faire dans le Gard? Le Gard, c'est le sud, il n'y a pas d'eau, pourquoi vous avez une centrale? Alors que la première installation, elle date de 1500 et quelques sous Henri IV, pour l'usage de l'eau de cette installation. Et on va retrouver un peu la même problématique au niveau des subventions, donc ça va être souvent régional. Et le problème, c'est déjà, il faut trouver les bons interlocuteurs entre éventuellement la préfecture, c'est pas eux qui vont en donner beaucoup, et des organismes comme la
l'ADEME. Et derrière, il faut réussir à les convaincre de financer quelque chose. Donc il y a des systèmes de subventions qui existent. Moi, je les ai plus vus sur des installations à partir de 500 000 euros. Là, c'est des dossiers un peu carrés qui vont être montés, avec un peu des moyens aussi pour prendre des bureaux d'études pour monter tous ces dossiers. Parce que déjà, avant d'avoir une subvention, vous avez déjà lâché 10 ou 15 000 euros. Faut faire les études et monter les dossiers. Et donc, ouais, c'est plus sur des ouvrages qu'on va retrouver au-dessus des 100 kW, où il va y avoir un peu plus de moyens financiers du fait du potentiel de retour sur investissement, où là, les porteurs de projets vont pouvoir monter des dossiers qui vont être potentiellement recevables au niveau de l'ADEME et des autres organismes qui peuvent subventionner, comme les régions. Certaines régions, la région Bourgogne-Franche-Comté subventionne certaines constructions d'installations. Mais ça, après, c'est du régional, c'est du cas par cas, et il faut voir dans chaque ADEME, dans chaque conseil régional, si on peut trouver un interlocuteur sur le sujet et s'il y a des possibilités de subvention. Est-ce que je peux... Encore une chose qui facilite la construction des centrales hydroélectriques. Je me permets en tant que président de séance de poser une question à propos du Gard. J'aimerais savoir si... Un peu plus fort. J'aimerais savoir si les personnes de la police de l'eau vous objectaient quelque chose sur des bases historiques en disant on n'est jamais venu dans le Gard, qu'est-ce que vous nous voulez faire là? Ou est-ce que c'était plutôt des gens qui étaient comme à la fameuse retenue de Sivens, qui étaient plutôt des idéologues anti-hydrauliques, simplement comme ça? Enfin, vous voyez? Est-ce que c'était la police de l'eau relève de qui? De la préfecture? Oui, c'est ça. Donc en fait, nous, notre centrale dans le Gard, à 20 km, on réalise aussi la maintenance dans une centrale d'un propriétaire privé qui lui aussi a eu des problématiques avec ces personnes de la police de l'eau. Et nous, en fait, c'est typiquement sur un côté idéologique et surtout sur le fait de vouloir faire un exemple, parce qu'en fait, on nous a reproché deux choses. Donc, pour la petite histoire, au niveau de la centrale, on n'a pas acheté la centrale, on a acheté la société qui avait la centrale. Quand vous avez une petite centrale ou une plus grosse centrale, quand vous achetez une centrale, vous devenez propriétaire d'une centrale, vous avez obligation d'informer le préfet que vous êtes le nouveau propriétaire. Donc on a été attaqué sur ce point, sauf que nous, on n'a pas acheté la centrale, on a acheté la société, donc il n'y a pas eu de changement de propriétaire, il y a eu changement d'actionnaire. Et le deuxième point sur lequel on a été attaqué, c'est sur le non-respect du débit réservé, justement par rapport à cette fameuse courbe, puisque on a eu des contrôles de débit à l'aval du barrage. Ces contrôles de débit ont relevé qu'il y avait 150 litres seconde à peu près, et donc nous, notre débit réservé, c'est 440 litres seconde. Donc on nous a attaqué sur cette base en disant « vous ne respectez pas le débit réservé ». On a eu des échanges diplomates. Voilà, on était dans la période d'été où il n'y avait pas beaucoup d'eau. On a eu des échanges de courriers, des échanges de coups de fil, on a expliqué le fonctionnement de l'installation et ce qu'on avait fait pour améliorer le débit réservé, parce qu'avant qu'on ait cette installation, je ne suis pas convaincu qu'ils respectaient le débit réservé. Nous, derrière, on a fait des calculs au niveau d'une vanne pour garantir ce débit réservé et on a mis en place un système d'automatisme pour contrôler tout ça. Donc on leur a expliqué tout ça. On les a invités, donc la préfecture et les personnes de la police de l'eau, à venir visiter notre centrale pour qu'on leur montre ce qu'on avait fait. Ils ne sont jamais venus. Et donc, ils nous attaquent au tribunal et ils ont été déboutés sur les deux thématiques. Donc la première vis-à-vis de la propriété, parce qu'on a acheté une société et pas une installation. Et la deuxième, au niveau du débit réservé, pour les arguments qu'on disait, parce que nous, dans les échanges qu'on a eus, ce qu'on leur expliquait, c'est que, ok, vous avez fait des mesures à l'aval du barrage. Déjà, votre courrier, on le reçoit au bout de 6 mois, on n'a pas les moyens de faire des mesures contradictoires, mais est-ce que vous avez fait des mesures à l'amont du barrage? Parce que dire qu'il n'y a que 140 litres, ok,
on ne conteste pas, mais combien il y avait à l'amont du barrage? Si à l'amont du barrage, il y avait 3 mètres cubes et qu'il n'y a que 140 litres qui passent dans le lit naturel, là oui, on ne respecte pas notre débit réservé. En l'occurrence, la centrale était à l'arrêt, donc on ne turbinait pas. Toute l'eau à l'amont passait à l'aval, et donc fort logiquement, il devait y avoir 140 litres seconde à l'amont du barrage. Et à un moment, c'est ce qu'on disait, la flotte, on ne peut pas l'inventer. Donc, pour finir, c'est une histoire qui a duré à l'amiable 2 ans, et après, c'est allé au tribunal parce qu'ils nous attaquaient au tribunal. Ils nous demandaient au début 2000 €. On a contesté. Ils nous ont attaqués au tribunal, ils demandaient 4000 €. Ils ont été déboutés de tout, et ça nous a coûté 3000 € d'avocat. Et depuis, ils nous embêtent plus. On peut toujours demander à être remboursé, mais... Non, mais bon, on ne voudra pas trop dépasser l'heure. Je retiens quand même de cette intervention que dans ce cas-là, c'est une position idéologique qui se battait contre ce projet. Sauvons le climat, on connaît bien ça, avec l'écologie politique, et je m'aperçois que dans ce cas-là, c'est la même chose. Voilà. Juste pour finir sur notre cas, en fait, c'est une personne qui est arrivée à la préfecture et donc qui s'est occupée des centrales. Et cette personne, elle a voulu faire un exemple, donc elle a commencé par nous. Et puis manque de peau, moi j'avais déjà X années d'EDF, CNR et d'exploitants de centrales, et puis à titre personnel intéressé par toutes les évolutions législatives, tout ce contexte-là. Et donc voilà, en fait ils ont voulu faire un exemple, ils ont voulu nous taper dessus, ils se sont fait moucher, elle a été mutée, ils ont pu embêter personne. Je résume, pour l'instant. Merci, monsieur Aron. Bon, c'est l'heure de la pause, mais